Merci d'être avec nous ce matin pour cette activité de la chaire sur les nouveaux enjeux de la mondialisation économique. Un webinaire, donc, ce matin qui s'intéressera à la dernière conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce qui s'est tenue à Yaoundé, au Cameroun, et à laquelle a participé notre invité de ce matin, que je vous présenterai dans 3 minutes, Antoine Caumont, qui est doctorant à la chaire. Je voudrais d'emblée remercier nos partenaires. Je sais que certains d'entre eux ont des représentants en ligne, le ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec et le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec, qui sont les partenaires de notre chaire et qui permettent que nous ayons ce type d'événement comme celui d'aujourd'hui. Donc, je veux aussi commencer cette séance en prévenant l'ensemble des participants que vous ne pourrez pas prendre la parole. Le format que nous avons choisi ne le permet pas. Il y a trop de participants, donc ce serait pas facilement gérable. Par ailleurs, vous pouvez très certainement poser des questions. Vous pouvez le faire en utilisant l'outil Q et R que vous pourrez trouver, si vous ne l'avez pas déjà ouvert, en utilisant le petit outil qui s'appelle Plus dans le bas de votre écran. Vous verrez là un petit icône Q et R avec un écran avec un point d'interrogation dedans. Nous vous invitons à cliquer sur cette icône pour y poser vos questions. Vos questions seront reçues par quelqu'un de la chaire, qui est le docteur Van Anli, que vous voyez peut-être à l'écran, et qui pourra nous indiquer si la question peut être posée ou pas. Évidemment, vous comprendrez on ne pourra probablement pas répondre à toutes les questions parce que beaucoup d'entre elles vont se recouper. Vous ne voyez pas nécessairement toutes les questions reçues. Nous les voyons. Et pour éviter les dédoublements, donc, il est possible que nous ne puissions pas spécifiquement répondre à votre question, mais l'idée sera de répondre à l'ensemble des interrogations posées par les participants. On est là pour ça. Donc, merci pour votre compréhension, donc, en utilisant l'outil Q et R. Je pense qu'on peut déjà commencer notre séance. Alors, nous recevons aujourd'hui le doctorant Antoine Caumont. Il est doctorant entre l'Université Laval et donc la faculté de droit et la chaire de recherche sur les nouveaux enjeux de la mondialisation économique, donc la chaire qui organise l'événement de ce matin. Et il est doctorant contractuel au CRDEI de l'Université de Bordeaux. Euh, Antoine fait sa thèse sous les co-directions du professeur Alexis Marie de l'Université de Bordeaux et de moi-même. Antoine prépare une thèse sur la place, le rôle du plurilatéralisme dans le fonctionnement de l'Organisation mondiale du commerce. Antoine a beaucoup publié. Il a été publié Vous pouvez sur le site de la chaire NEM d'ailleurs voir sa notice biographique un peu plus longue, un peu plus étoffée. Antoine a beaucoup publié et donné de multiples conférences dans les dernières années sur à peu près tous les continents. Il est un doctorant extrêmement dynamique. Il est un collaborateur précieux donc de la chaire NEM. Il est également enseignant à la maîtrise en droit de l'OMC à la faculté de droit ici à l'Université Laval. Vous aurez peut-être suivi les développements autour de la conférence ministérielle qui s'est tenue à Yaoundé et constaté qu'à la suite de la conférence, Antoine a été un des commentateurs en langue française les plus actifs. Il a été notamment interviewé par Radio France Internationale et commenté les résultats de la conférence ministérielle. Donc, si vous faites une petite recherche de la dernière semaine ou à peu près, là, ou des 10 derniers jours, Antoine, donc, a beaucoup commenté déjà les résultats de la conférence ministérielle. Mais nous voulions ce matin prendre l'équivalent d'à peu près 1 heure avec lui pour voir un peu quels sont les résultats. Alors, dans le monde universitaire, nous souhaitons davantage nous appesantir sur les résultats juridiques ici, bien sûr, mais aussi sur l'ensemble des discussions qui ont eu cours pendant la conférence ministérielle. Qui ont été les acteurs, comment se passent les choses. Antoine a été un peu dans les cuisines de la conférence ministérielle, il a pu voir énormément de choses. Et donc, il va en témoigner ce matin. Donc, en plus de nous traduire un peu quel a été l'ordre du jour et les résultats des négociations, nous allons l'entendre aussi sur les interactions entre les membres de l'Organisation mondiale du commerce et on finira la séance par quelques pronostics de sa part
Qu'est-ce que ça annonce que ces résultats de Yaoundé? Que faut-il tirer comme conclusion? Est-ce que l'OMC va bien, va pas bien? Est-ce qu'elle doit revoir un peu ses façons de faire? Peut-elle revoir ses façons de faire? Donc, vous aurez compris que tout ça est un peu en ligne avec le thème de sa thèse de doctorat. Hein, c'est ce qui un peu, d'ailleurs, justifie le fait que nous ayons choisi Antoine pour représenter la chaire à cette conférence ministérielle. Donc, sans plus attendre, je me tourne vers lui. Antoine, merci d'être avec nous ce matin. Merci Richard pour cette présentation. Et donc, je t'invite d'abord peut-être à nous présenter, parce que nous avons fait, les gens sans doute, nous avons fait une petite répétition cette semaine dans un autre contexte, peut-être à nous présenter un peu ce qui était à l'ordre du jour lors de cette conférence ministérielle, qu'est-ce qui a été discuté et dans quel cas y a-t-il eu des résultats plus ou moins heureux. Alors, je te cède la parole. Merci. Alors, l'ordre du jour de cette conférence ministérielle, qui était la 14e qui s'est tenue à Yaoundé, on retrouvait 2 jours entiers dédiés à la réforme de l'Organisation mondiale du commerce. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis 3 décennies, l'OMC a produit pas ou peu de résultats multilatéraux en matière de négociation commerciale. L'organe de règlement des différends est aussi en crise depuis 2019. Donc il y a plusieurs fonctions de l'Organisation mondiale du commerce qui connaissent des difficultés importantes, raison pour laquelle les membres ont entrepris de réformer l'institution, de réformer l'Organisation mondiale du commerce. Et donc, avant d'aller à Yaoundé, il y a eu un mois qui a été dédié aux discussions entre les délégations à Genève sur cette réforme. Et à Yaoundé, on a convié les ministres à discuter de cette réforme pendant 2 jours. Donc, c'était le plus gros chantier hein, de cette conférence ministérielle. Ensuite, il y a eu des négociations commerciales hein, à l'ordre du jour. On a eu des discussions sur le commerce électronique, sur la facilitation des investissements pour le développement. On a aussi eu des discussions sur les négociations agricoles. Et puis, on a eu aussi des discussions, on va dire, somme toute assez habituelles sur les enjeux relatifs au développement économique pour les petites économies, pour le traitement spécial et différencié en matière sanitaire, phytosanitaire, en matière d'obstacles techniques au commerce, ainsi qu'en matière de droit de propriété intellectuelle. Donc voici un peu l'ordre du jour de cette conférence ministérielle. Une chose est à noter quand même, c'est que 2 jours, en fait la conférence ministérielle devait s'étaler sur 4 jours. 2 jours étaient dédiés à la réforme, 2 jours étaient dédiés aux questions de fond. Et donc il y a eu euh, peut-être un manque de temps sur les questions de fond, ce qui a eu un impact sur les éventuels résultats de cette conférence ministérielle. Antoine, si tu permets donc j'intercède déjà avec une première petite question. Plusieurs des personnes qui nous écoutent savent que le système de règlement des différends de l'OMC est en crise et la crise est relativement grave. On peut s'étonner qu'il n'y ait pas eu davantage de place accordée à cet enjeu-là dans l'ordre du jour, que ce soit, on aurait pu s'attendre même à ce que ce soit l'ultime priorité, qu'on puisse relancer le système de règlement des différends. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été la priorité d'entre toutes les priorités à cette conférence ministérielle? Alors, ça peut être surprenant de se dire que le règlement des différends ne figurait pas au cœur des discussions. Une des raisons pour lesquelles le règlement des différends a été un peu écarté des discussions sur la réforme de l'OMC, c'est que le règlement des différends était la priorité jusqu'à la fin 2024. Je pense que tu as le souvenir, comme moi, à Abu Dhabi, des discussions incessantes sur la réforme du règlement des différends. La conférence qui s'était tenue à Abu Dhabi en février 2024 devait être le moment pour réformer l'organe de règlement des différends. À cette époque-là, il n'y a pas eu de consensus, et pourtant les membres s'étaient donné pour objectif, pour priorité, de parvenir à une réforme de l'ORD avant la fin 2024. Et en décembre 2024, les membres avait publié un rapport pour dire qu'il n'était pas parvenu à un consensus, à une réforme, et que, compte tenu aussi du changement d'administration aux États-Unis à partir de janvier 2025, le contexte politique, le momentum pour avoir une réforme sur le règlement des différends était un peu passé. Et donc, même si les discussions ont toujours continué, on sait qu'il y a des points de blocage importants, il y a des divergences trop profondes entre la façon dont les membres conçoivent le règlement des différends à l'OMC, ce qui fait que c'est devenu finalement un enjeu presque accessoire. C'est Hum. devenu un sujet accessoire de ces discussions sur la réforme de l'OMC. Et on a préféré se concentrer sur d'autres priorités,
notamment le mécanisme de prise de décision, les questions de développement économique, ainsi que les questions de concurrence ou d'équité dans les conditions de concurrence. OK, je vois. Donc, avant que je t'interrompe, tu allais un peu nous dire qu'est-ce qu'on a fait de cet ordre du jour que tu nous as annoncé. Alors, qu'est-ce qu'on a fait de cet ordre du jour? Pas grand-chose. C'est une conférence ministérielle bien triste, hein, par rapport aux résultats qu'elle a pu fournir. Il y a quand même eu trois décisions qui ont été prises, trois décisions que j'évoquais, enfin, que je mentionnais tout à l'heure sur le, le développement économique, notamment des petites économies, du traitement spécial et différencié en matière SPS, donc sanitaire et phytosanitaire, et puis aussi une décision qui a été prise sur les subventions à la pêche. Pour rappel, il y a un accord qui avait été conclu en 2022 lors de la 12e conférence ministérielle à Genève. Cet accord est entré en vigueur en septembre 2025. Et donc, les membres, à l'occasion de la 13e conférence ministérielle, ont célébré l'entrée en vigueur de cet accord et ont réaffirmé leur volonté de parvenir à un consensus sur le deuxième volet de l'accord à la pêche qui doit arriver d'ici la 15e conférence ministérielle, donc d'ici 2028. Donc ça, c'est les trois décisions qui ont été prises. À part ça, sur les autres sujets qui étaient à l'ordre du jour, il y a eu un blocage complet. On était à deux doigts d'avoir un programme de travail sur la réforme de l'OMC. Les membres s'étaient plus ou moins mis d'accord sur le contenu des discussions qu'ils allaient devoir conduire pour réformer l'OMC. Donc ils s'étaient mis d'accord, hein, sur un ordre du jour. Et puis ils s'étaient mis d'accord aussi sur un agenda, sur un calendrier, sur un certain nombre de deadlines à respecter, avec des rapports réalisés au Conseil général de façon intérimaire, et puis avec une conférence ministérielle, une sorte de mini-conférence ministérielle qui devait se tenir à cheval, enfin à mi-parcours entre la 14e conférence ministérielle et la 15e conférence ministérielle. Mais cette déclaration sur la réforme de l'OMC n'a pas été adoptée. De même que les propositions qui avaient été faites en matière de commerce électronique, elles n'ont pas été adoptées. De même que sur la facilitation des investissements et sur la question de l'agriculture. Donc, des résultats plus que minces. Pourquoi a-t-on pas pu obtenir davantage? Alors, il y a sans doute deux raisons qui peuvent expliquer cet échec de la conférence ministérielle. Le premier, c'est le contexte. Et le contexte, il est doublement, alors pas préoccupant, mais il y a deux raisons contextuelles qui ont jeté un peu le trouble sur cette conférence ministérielle. Le premier, c'est les conflits géopolitiques. Quand il y a des conflits géopolitiques, forcément, peut-être que négocier un accord sur la facilitation des investissements n'est pas la priorité. Et il faut savoir que dans une conférence ministérielle, on regroupe au même endroit les délégations qui sont en permanence à Genève, mais aussi les fonctionnaires des capitales qui font le déplacement avec les ministres, et que les fonctionnaires des capitales avaient sans doute d'autres chats à fouetter avant la conférence ministérielle. Il y avait d'autres enjeux, d'autres priorités. Et donc, ces conflits géopolitiques ont fait que les membres ne se sont sans doute pas préparés suffisamment comment dire, en vue de cette conférence ministérielle. Et ce manque de préparation, il s'explique aussi par les doutes qu'il y a eu quant à la capacité du Cameroun d'accueillir cette conférence ministérielle. Jusqu'à 2 semaines avant la conférence ministérielle, les journaux africains titraient que le Cameroun ne serait pas en mesure d'accueillir la conférence ministérielle, qu'il n'en avait pas la capacité. Et donc, pour les délégations, il y avait ce risque que la conférence ministérielle soit rapatriée à Genève, ou qu'elle soit purement et simplement reportée ou annulée. Et donc, forcément, bah, cette incertitude a fait que les membres ne se sont sans doute pas suffisamment engagés dans la préparation de cette conférence ministérielle. Et tout ce manque de préparation euh, a fait que, bah, les membres n'ont pas été en mesure de parvenir à un consensus sur ces questions-là pour adopter les déclarations qu'il fallait. Et Oui. pourtant, oui. Non, non, je t'en prie, vas-y, continue. Et la deuxième raison, qui n'est pas, elle, contextuelle et qui peut expliquer, à mon sens, l'échec de la conférence ministérielle, c'est le blocage des discussions par l'administration américaine. Oui, Euh, voilà un peu là où je voulais t'amener. Euh, donc, un manque de préparation, certainement. Plusieurs États, donc, qui craignaient que cette conférence ministérielle ne soit un peu, pas inutile, mais très, très difficile. Mais aussi, un certain nombre de joueurs qui n'avaient pas envie que les choses fonctionnent. Et on pourrait parler même de mauvais joueurs. Euh,
Tu as été dans les coulisses, tu as été dans les cuisines de cette conférence ministérielle. Ça permet de voir beaucoup de choses. Et si j'ai bien compris nos discussions précédentes, la conférence ministérielle de Yaoundé permettait à un délégué d'une ONG comme toi de voir encore plus que ce qu'on ne voit d'habitude. Donc, quels ont été ces joueurs qui ont été les plus, euh, qui ont mis le plus d'obstacles et quels sont ceux qui voulaient que ça marche? Donc, si on pouvait commenter un peu la position de quelques-unes des délégations qui se sont montrées les plus visibles. Oui, alors juste pour rebondir sur l'anecdote que tu donnais hein, sur le fait que en tant que ONG d'habitude on n'a pas accès à beaucoup de choses et que là c'était un peu différent. Il est vrai que la sécurité à l'intérieur du Palais des Congrès à Yaoundé était assez relative. Les huissiers camerounais étaient souvent en train d'être sur leur téléphone ou de dormir sur leur chaise, ce qui fait qu'avec le téléphone à l'oreille, il était assez facile en marchant d'un pas assuré de rentrer dans les salles de négociation, quand bien même on n'avait pas le badge qu'il fallait. Donc ça a permis de voir et d'entendre beaucoup plus de choses que ce qu'on avait pu expérimenter à Abu Dhabi. Cela dit, sur le fond, euh, je ne sais pas s'il y a des membres qui ne veulent pas que le système fonctionne. Je serais peut-être plus mesuré. Les États-Unis sont attachés au système et il y a plein de choses qui montrent que les États-Unis sont attachés au système. Maintenant, il ne faut pas oublier que dans les négociations commerciales, les États-Unis ont une approche, ont une stratégie qui ne fonctionne pas dans un système multilatéral. Et il est là le blocage. En- à l'approche de la conférence ministérielle, les États enfin, les membres qui souhaitaient participer à l'accord sur la facilitation des investissements avaient réitéré leur volonté de l'intégrer dans l'ordre juridique de l'OMC. Et jusqu'à la conférence ministérielle, cet accord était bloqué par trois pays. Il était discuté depuis la conférence ministérielle d'Abu Dhabi et il était bloqué systématiquement par la Turquie, l'Afrique du Sud et l'Inde. L'Afrique du Sud avait changé d'approche lors du Conseil général de décembre 2025, donc le dernier avant la conférence ministérielle, en disant que sa capitale avait fourni de nouvelles instructions. Et la Turquie a annoncé qu'elle changeait de position à l'ouverture de la conférence ministérielle. Il y a eu une petite passe entre la DG et l'ambassadeur de Turquie, et l'ambassadeur de Turquie a profité de cet échange informel à l'intérieur même de la séance d'ouverture pour annoncer que son pays ne bloquerait plus l'adoption de l'accord sur la facilitation des investissements. Ce qui faisait que Mm. l'Inde se retrouvait un peu isolée, et l'Inde avait elle-même commencé à assouplir sa position. L'Inde, pour laisser les membres participant à l'accord sur la facilitation des investissements l'intégrer à l'ordre juridique de l'OMC, demandait jusqu'alors une dérogation permanente sur les public stock holdings, sur les détentions de stocks publics. J'ouvre Oui. une Alors, parenthèse pour peut-être expliquer. qu'il faut mettre notre auditoire en contexte et expliquer ce que c'est que cette détention de stock public alimentaire en Inde qui pose autant de problèmes. Exactement, donc j'ouvre cette parenthèse. Euh, Au début des années 2010, il y a eu certaines tensions parce que l'Inde avait mis en place des programmes d'achat de produits agricoles. Donc elle achetait des produits agricoles à ses producteurs, notamment du riz. Euh, et elle justifiait ces achats pour mettre en place des programmes d'aide alimentaire sur son territoire. Ça ne pose de problème à personne. Seulement, l'Inde achetait le riz, notamment, au-dessus de sa valeur marchande. Et ça constitue une contribution financière des pouvoirs publics. Donc c'est une subvention. Donc l'Inde subventionnait ses producteurs de riz au motif qu'elle voulait mettre en place des programmes d'aide alimentaire. Et là, ça a posé quelques tensions parce que c'est interdit par l'accord sur l'agriculture, parce que l'Inde subventionnait au-delà de ce qui était autorisé. Mais bon, les membres ont octroyé à l'Inde une dérogation temporaire. Ils ont dit à l'Inde, nous ne contesterons pas les programmes indiens d'achat public à des fins de sécurité alimentaire, le temps que l'on trouve une solution permanente à cette question. Ça, c'est une promesse qui a été faite à l'Inde en 2013. Et depuis 2013, l'Inde réclame sans cesse sa solution permanente et elle ne l'a jamais obtenue. Les États-Unis, notamment, depuis 2013, bloquent une solution permanente sur la détention de stocks publics. Et donc, l'Inde, à Abu Dhabi, mettait encore dans la balance, pour avoir l'accord sur la facilitation des investissements, sa volonté d'avoir une solution permanente sur les stocks publics. Là, à Yaoundé,
elle a revu un peu sa copie. Elle savait qu'elle n'aurait pas de solution permanente à Yaoundé et l'Inde semblait être ouverte et semblait pouvoir se satisfaire d'une simple déclaration sur l'agriculture dans laquelle on réaffirme que trouver une solution permanente, c'est une priorité et puis on réaffirme aussi les autres demandes, enfin on rappelle les autres demandes qui sont formulées notamment par les pays en développement pour qu'il puisse y avoir des résultats multilatéraux sur l'agriculture. Les États-Unis se sont opposés à cette déclaration, qui, à mon avis, était quand même relativement raisonnable de la part de l'Inde. Donc, comme les États-Unis se sont opposés à cette déclaration, l'Inde s'est opposée à l'accord sur la facilitation des investissements. Mhm. Et le problème, c'est que le Brésil, qui est le troisième acteur surprise de cette conférence ministérielle, voulait aussi une déclaration sur l'agriculture. Et sa contre-proposition n'a pas été acceptée non plus par les États-Unis. Et donc le Brésil a dit, bah, puisque vous vous opposez aussi à ma déclaration sur l'agriculture, eh bien je vais m'opposer à votre moratoire sur le commerce électronique. Et là j'ouvre une autre parenthèse pour expliquer ce que c'est que ce moratoire et un peu quel est l'historique des négociations sur le moratoire. En 1998, les membres de l'OMC prennent la décision d'adopter un moratoire qui interdit de mettre en place des droits de douane sur les produits numériques. Ce moratoire avait une durée de 2 ans et il a systématiquement été renouvelé à chaque conférence ministérielle, jusqu'à Yaoundé. Cette année, les États-Unis ont mis énormément d'énergie pour obtenir, ou pour pousser en tout cas, une décision pour un moratoire permanent, pour ancrer définitivement cette pratique du moratoire. Et on le voit notamment dans les accords commerciaux qui ont été conclus par les États-Unis. Dans ces accords-là, il y a des dispositions qui font que les partenaires commerciaux des États-Unis s'engagent à soutenir la proposition américaine d'un moratoire permanent à l'OMC. Mhm. Et donc les États-Unis, 2 semaines avant la conférence ministérielle, ont déposé formellement leur proposition pour un moratoire permanent soutenu par leurs partenaires commerciaux. Euh, Très vite, les discussions, comme les membres étaient quand même assez opposés à un moratoire permanent, et en particulier les pays en développement et les PMA, très vite les discussions sont tombées à un moratoire de 10 ans, puis à un moratoire de 5 ans, puis à un moratoire de 4 ans, puis on est revenu à un moratoire de 2 ans comme on faisait habituellement. Et le Brésil a systématiquement bloqué le consensus, jusqu'à bloquer aussi le consensus pour un moratoire de 2 ans. Ce qui fait que le moratoire sur le commerce électronique, qui était renouvelé sans cesse depuis 1998, n'a pas été reconduit à la conférence ministérielle de Yaoundé parce que le Brésil s'y est opposé. Alors Et là, il y a un changement dans l'état du droit. il y a un Là, changement la dans l'état du conférence. droit, Oui. puisque maintenant les membres ont la possibilité de mettre en place des droits de douane sur les produits numériques. Maintenant, c'est pas parce qu'ils ont la possibilité juridique de le faire qu'ils ont la capacité technologique de le faire. Mhm. Et ça, c'est quelque chose dont on a déjà discuté ensemble. Je ne suis pas sûr que même les États-Unis ou la Chine, aussi avancés qu'ils soient d'un point de vue technologique, n'ont pas la possibilité de contrôler toutes les transmissions électroniques, tous les flux numériques qui entrent sur leur territoire, afin de déterminer si c'est une marchandise ou un service qui entre, et puis de déterminer quelle est la nature de cette marchandise, et de déterminer quel est le niveau de droit de douane à appliquer et quelle est sa valeur en douane. Donc, tous ces obstacles technologiques font que la fin du moratoire n'a presque pas d'incidence. On verra, peut-être que le temps contredira cette affirmation, mais en tout cas, il y a de sérieux doutes sur la capacité des membres à mettre en place des droits de douane. Mais je voulais revenir quand même sur ce blocage des États-Unis des discussions sur l'agriculture. Euh, je disais que la stratégie de négociation des États-Unis ne marchait pas dans un système multilatéral. Si les États-Unis arrivent à imposer leurs conditions commerciales dans des négociations bilatérales parce que le rapport de force joue en leur faveur, parce que leur poids économique leur permet d'obtenir ce qu'ils veulent de la part de leurs partenaires commerciaux sous peine d'être presque exclus du marché américain. Dans un système multilatéral, ça ne fonctionne pas et on l'a bien vu. Le Brésil a Mhm. tenu tête aux États-Unis. Les États-Unis sont arrivés avec un agenda qui était très simple. On veut un moratoire permanent et on ne veut faire aucune concession. On ne peut pas arriver dans des négociations multilatérales en ayant la volonté d'obtenir quelque chose sans être prêt à concéder même une simple déclaration sur l'agriculture. Et donc le Brésil a bloqué les États-Unis et dans les couloirs, il se disait d'ailleurs que
enfin même les délégués du Brésil avaient sous-entendu ce que je vais vous révéler, c'est que le Brésil a eu un malin plaisir en plus à bloquer les États-Unis parce que le Brésil a été quand même relativement maltraité par l'administration américaine depuis le retour de Trump à la Maison-Blanche, avec des droits de douane successifs pour des raisons parfois futiles, parce que Bolsonaro, qui est le copain de président Trump, eh ben, il est en prison et donc ça ne plaît pas à Trump qui met des droits de douane sur le Brésil. Donc pour toutes ces ingérences de l'administration américaine dans les affaires internes du Brésil, le Brésil a eu un malin plaisir à s'opposer à la seule chose que les États-Unis souhaitaient obtenir de cette conférence ministérielle. Ah oui. Donc, chacun a un peu joué de sa capacité de blocage. C'est ce qui fait qu'on arrive à des résultats aussi maigres. Euh, j'ai besoin de t'entendre maintenant la règle du consensus. Qu'est-ce qu'il faut en faire à l'Organisation mondiale du commerce? Parce que là, ce que nous révèle la conférence ministérielle de Yaoundé, c'est qu'avec cette règle du consensus, chacun, pour ses raisons, pour des raisons qui lui appartiennent, peut bloquer tout projet qui est cher à l'économie d'un autre. Euh, Ce qui fait qu'il n'y a que les trucs un peu, j'allais dire sans effet, mais c'est pas vrai, ils sont pas tout à fait sans effet, mais ils sont quand même mineurs. Les avancées sont quand même mineures. La seule vraie avancée, s'il faut la voir comme ça, de la conférence ministérielle, c'est la fin du moratoire sur le commerce électronique, des droits de douane sur le commerce électronique. Parce que là, on a fini, on a mis fin à quelque chose qu'on avait adopté de façon provisoire. Donc, si j'en reviens à ma question, le, le consensus à l'Organisation mondiale du commerce, c'est devenu un outil nuisible ou comment le vois-tu? Toi qui t'intéresses au plurilatéralisme, donc à d'autres types enfin, pas d'autres types d'accords. Oui, peut-être d'autres types d'accords, mais pas d'autres types d'adoption. D'ailleurs, tu pourras commenter comment on adopte un accord plurilatéral, parce que d'aucuns pensent que maintenant le plurilatéralisme devrait devenir la solution. Alors, donc, ma première question sur le consensus, qu'est-ce qu'il faut faire du consensus maintenant à l'Organisation mondiale du commerce? Alors, la question du consensus, elle ne divise étonnamment pas les membres. Tous les membres restent attachés à la pratique du consensus et aucun membre, pas même les États-Unis, n'ont évoqué la possibilité de recourir aux procédures de vote qui existent dans l'accord de Marrakech, l'accord établissant l'Organisation mondiale du commerce. Ça, on peut l'expliquer quand même assez facilement. Nous sommes des juristes en droit international et je suis sûr que dans l'audience, il y a aussi beaucoup d'internationalistes. On le sait, pour qu'une règle internationale soit respectée par les États, il faut que les États consentent à cette règle. Et quand on veut prendre des règles commerciales multilatérales, eh bien, il faut s'assurer que tous les membres de l'OMC consentent à cette règle. Si les membres de l'OMC n'y consentent pas, il y a peu de chances que cette règle soit appliquée. Donc, il est difficile d'envisager à l'OMC des procédures de vote pour prendre des engagements multilatéraux parce qu'il y aurait la crainte tout simplement que ces engagements ne soient pas mis en œuvre. Maintenant, on peut s'interroger sur la nécessité et la légitimité de garder une procédure de prise de décision par consensus lorsqu'il ne s'agit pas de prendre des engagements multilatéraux, mais des engagements plurilatéraux, des engagements en sous-groupe, un club qui décide de prendre, enfin d'adopter ensemble des règles sur la facilitation des investissements ou sur le commerce électronique, ont envie d'aller de l'avant sur ces sujets-là, qui savent qu'il n'y a pas de consensus pour emmener les 166 membres de l'OMC et qui préfèrent y aller avec un club. On peut s'interroger sur la nécessité et la légitimité de maintenir une décision consensuelle des 166 membres de l'OMC pour prendre de tels accords. Même si on peut s'interroger là-dessus, il y a la réalité juridique. Et la réalité juridique, elle nous dit, il faut un consensus et il n'y a pas d'exception à la règle du consensus pour adopter un accord plurilatéral, contrairement aux engagements multilatéraux. Pourquoi? Parce que les législateurs, les négociateurs de l'accord de Marrakech savaient que les accords plurilatéraux pouvaient avoir pour effet ou pour conséquence de fragmenter le système multilatéral et qu'il représentait en quelque sorte un risque pour le multilatéralisme. Et compte tenu de ce risque, il fallait que tous les membres de l'OMC, y compris ceux qui ne souhaitent pas participer à ces accords, consentent à leur intégration dans le système pour qu'ils puissent être
ajoutée à l'annexe 4 de l'accord de Marrakech, dans laquelle figurent les accords plurilatéraux. Donc, soyons bien clairs. Il s'est trouvé des propositions dans la doctrine et ailleurs venant de gens qui nous disaient l'OMC devrait se tourner vers un fonctionnement par club. C'est-à-dire, Mhm. si vous êtes 80 à vous entendre sur le contenu de cet accord, allez-y à 80. Si vous êtes 120 à vous entendre sur le texte d'un autre accord, allez-y à 120. Et d'aucuns ont pensé que c'était devenu la solution, la panacée pour relancer l'Organisation mondiale du commerce. Ce que tu nous expliques maintenant, et la conférence ministérielle de Yaoundé l'a bien illustré, ce que tu nous expliques maintenant, c'est que pour fonctionner comme ça, pour fonctionner par des clubs, il faut le consensus. Donc, il faut que les 166 soient d'accord pour que 80 États se regroupent autour d'un même accord, à l'exception des 86 autres. Donc, le consensus s'impose partout encore, même quand il s'agit de créer un accord où il n'y aura pas tous les membres de l'OMC. Et C'est bien ça encore que tu nous plus dans ce cas expliques. de figure. Et encore plus dans ce cas de figure. Alors maintenant, il existe des alternatives qui sont exploitées par les membres. Les membres peuvent essayer de mettre en place les accords à l'intérieur de l'OMC de façon assez informelle, en utilisant notamment les listes d'engagement ou les listes de concessions tarifaires qui sont annexées au GATT et à la GCS. Mais pour ça, il faut suivre certaines procédures et puis il y a certains obstacles techniques aussi qui font que c'est pas toujours évident d'intégrer un accord dans les listes. Mais donc, on l'avait déjà vu dans les années 90, après l'établissement de l'OMC. Il y avait eu des documents, enfin, des documents de référence sur les aspects réglementaires des télécommunications, de la circulation des personnes physiques, etc., qui avaient été ajoutés dans les listes. Et puis, on a fait la même chose à Abu Dhabi sur la question de la réglementation des services, la réglementation intérieure du commerce des services. Certains membres avaient pris un document de référence qu'ils avaient ajouté à leur liste d'engagement à la GCS pour mettre en œuvre à l'intérieur de l'OMC de façon informelle un accord qui avait été négocié plurilatéralement. Donc ça fonctionne et c'est toujours une piste que les membres peuvent exploiter. Mais parfois, c'est pas possible. Et c'est pas possible notamment pour les deux accords plurilatéraux, les deux projets d'accords plurilatéraux qui étaient en discussion jusqu'à présent, enfin qui étaient conclus en 2024 et qui étaient en voie d'être intégrés dans l'ordre juridique de l'OMC. Il s'agit de l'accord sur la facilitation des investissements et l'accord sur le commerce électronique. Et là, les membres de façon assez inédite, ont franchi un cap lors de la conférence ministérielle de Yaoundé et ont décidé d'aller en dehors de l'OMC. Hmm. Puisqu'ils ne sont pas en mesure de pouvoir l'intégrer dans l'ordre juridique de l'OMC, eh bien, ils y vont sur une base ad hoc, à l'extérieur, en signant un traité de droit international public, pur, indépendant du système juridique de l'OMC. C'est ce qu'ils ont fait pour l'accord sur le commerce électronique. Ils ont annoncé un accord provisoire qui est conclu à l'extérieur de l'OMC et qui peut-être à terme sera intégré à l'OMC, mais sans garantie, sans certitude, sans deadline, si les membres un jour décident de changer d'avis sur l'accord sur le commerce électronique. Et de la même manière, l'accord sur la facilitation des investissements est encore en cours de discussion pour être intégré à l'OMC, quand bien même est-ce que l'Inde s'y oppose, mais en tout cas les membres n'ont pas attendu que l'accord soit intégré dans l'ordre juridique de l'OMC pour commencer à le mettre en œuvre. Et l'Union européenne, notamment en partenariat avec l'ITC, l'International Trade Center, le Centre du commerce international, ont mis en place un mécanisme pour accompagner les pays en développement et les PMA pour mettre en œuvre de façon volontaire l'accord sur la facilitation des investissements. Donc en fait, comme le système multilatéral est bloqué et qu'il ne permet pas d'avoir des accords plurilatéraux, des accords de clubs, eh bien ces clubs décident de mettre en œuvre de façon volontaire et spontanée les accords en dehors du système multilatéral. Et là, finalement, si c'est assez inédit ce qui s'est passé là à la conférence de Yaoundé, ce ne sera pas sans implication pour le système. Parce que le risque que faisaient peser ces accords alors même qu'ils pouvaient potentiellement être intégrés à l'ordre juridique de l'OMC, devient accru du fait de leur mise en œuvre à l'extérieur du système. On coupe les Ben ponts oui. avec l'OMC, et ça, c'est sans doute un précédent qui a été créé et qui risque d'être préjudiciable pour l'OMC pour le futur. Mais l'OMC est très lucide et donc a décidé d'être très tolérante avec ces phénomènes-là. Oui, c'est ça qui est assez surprenant, c'est que le secrétariat reste quand même plus ou moins impliqué dans la mise en œuvre de ces accords, et je pense notamment à l'accord sur le commerce électronique où le secrétariat fait toujours office
d'administrateur pour cet accord. Le secrétariat reçoit les instruments d'acceptation, de ratification de l'accord sur le commerce électronique. On sait que les membres ont d'ores et déjà annoncé la volonté, en tout cas les membres participants ont annoncé leur volonté pour que le secrétariat assure le suivi de la mise en œuvre de cet accord. Maintenant, reste à savoir quelle sera la décision des membres qui ne participent pas et de leur capacité à bloquer ou pas l'implication du secrétariat dans la mise en œuvre et le suivi de cet accord. Donc le secrétariat, évidemment, sa logique, elle est la suivante. Vous avez 66 membres de l'OMC qui représentent plus de 80% du commerce électronique, parce que je rappelle que dans cet accord, on retrouve le Canada, l'Union européenne, la Chine. Ils représentent 80% du commerce électronique, du commerce mondial électronique, et vous voulez que le secrétariat reste à part. Ça n'a pas de sens. Donc le secrétariat se doit d'être impliqué dans ces initiatives, ce qui crée encore plus de frustration et de crispation pour Mais les oui, membres qui s'opposent à cette approche. mais oui. Donc, une conférence ministérielle qui finit d'une drôle de façon. L'une des choses qu'on aura pu remarquer à l'issue de la conférence ministérielle, c'est qu'il n'y a même pas une vraie déclaration ministérielle en conclusion. Oui, ça aussi, c'est assez inédit. C'est jamais arrivé dans l'histoire des conférences ministérielles, mis à part Seattle, pour laquelle il n'y a pas eu de conférence du tout, parce qu'il y avait eu les manifestations altermondialistes en marge de la conférence. La seule déclaration ministérielle qui n'était pas une vraie déclaration ministérielle, c'était lors de la conférence de Nairobi, mais les membres s'étaient au moins entendus pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord. C'est-à-dire que quand on lit la conférence, enfin la déclaration ministérielle de Nairobi, on voit bien qu'il y a des désaccords entre les membres et que le président de la conférence ministérielle dit, voilà, certains membres pensent que, d'autres membres pensent que. Là, ici, les membres n'ont même pas été d'accord pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord. Donc on a eu pas de déclaration ministérielle. C'est assez surprenant et c'est inédit là encore. On n'a jamais vu une conférence ministérielle se terminer avec un rapport du président, un résumé du président de la conférence ministérielle pour dire, bon bah voilà de quoi on a parlé, il n'y a pas d'accord, merci, au revoir. C'est ça. C'est ça. Et donc, on a un peu prudemment décidé de s'en remettre à l'avenir. Et puis, on a décidé dans les communications de l'Organisation mondiale du commerce, dit que le prochain Conseil général sera important, la prochaine conférence ministérielle sera importante. Qu'est-ce que tu entrevois? D'abord, du prochain Conseil général. Est-ce que ça va barder au prochain Conseil général ou... Ah, il est certain que le prochain Conseil général risque d'être électrique. Il se tiendra le 6 et 7 mai 2026. Certains ont évoqué la possibilité pour qu'il y ait un Conseil général qui se réunisse d'urgence du fait de la fin du moratoire pour assurer la prévisibilité et la sécurité juridique dans les échanges internationaux. Certains voulaient mettre en place un Conseil général réuni en session extraordinaire pour renouveler le moratoire. Bon, ça ne s'est pas fait. Et donc, réunion ordinaire du Conseil général 6 et 7 mai prochain. Ça s'annonce électrique, sera au cœur des discussions l'agenda pour la réforme, le moratoire et évidemment les discussions sur l'agriculture. Ah oui. Donc, on peut s'attendre à une réunion électrique, comme tu le dis. Oui, Mais, d'autant mais, que les États-Unis, et ça aussi c'est pareil, c'est en ayant pu avoir accès aux salles de négociation qu'on a pu entendre ce genre de propos. Les États-Unis ont dit clairement au Brésil qu'il y aurait des conséquences du fait du blocage du renouvellement du moratoire. Alors on ne sait pas encore quelles seront ces conséquences, mais une chose est certaine, le prochain Conseil général nous en dira sans doute plus sur ce que Jamieson Greer, le représentant américain au commerce extérieur, avait en tête. ah ben oui. Maintenant, si on en vient à la prochaine conférence ministérielle, qu'est-ce qu'on sait de la prochaine conférence ministérielle? Souvent, l'une des questions qu'on se pose, c'est d'abord, où sera-t-elle? Qui sera le pays hôte? Parce que le pays hôte a toujours un certain impact sur l'ordre du jour, n'est-ce pas? Oui, le pays hôte a un impact sur l'ordre du jour. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle est-ce que la conférence ministérielle bouge de région en région. La solution de facilité, ce serait de faire les conférences ministérielles à Genève. Et d'ailleurs, beaucoup de conférences ministérielles se tiennent à Genève, mais les membres tiennent à se déplacer afin que chaque pays hôte puisse influencer le contenu des discussions. Et on l'a vu notamment avec le Cameroun, qui a poussé pour deux déclarations, deux décisions ministérielles qui malheureusement n'ont pas été prises.
La première sur le commerce du coton, qui est un enjeu commercial sensible pour le Cameroun. Et puis deuxième enjeu que le Cameroun avait poussé, c'était l'accord sur la facilitation des investissements. Le Cameroun faisait partie des premiers négociateurs de cet accord. Et donc il avait un double intérêt hein, pour pousser cet accord en vue d'une intégration dans l'ordre juridique de l'OMC. Premier intérêt, intérêt économique. Si l'accord est mis en œuvre, ça bénéficiera au Cameroun. Deuxième intérêt, intérêt diplomatique. Si l'accord est adopté à la conférence ministérielle de Yaoundé, le Cameroun pourrait se prévaloir d'avoir organisé une conférence ministérielle capable de produire des résultats. Et donc voilà, double intérêt pour le Cameroun de pousser l'ordre du jour et intégrer ces questions-là. Alors, maintenant sur la question de où va avoir lieu la prochaine conférence ministérielle, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un pays candidat, c'est l'Arabie Saoudite. Ce qu'on sait aussi, c'est que l'Arabie Saoudite connaît actuellement des tensions géopolitiques, des bombardements sur son territoire. Compte tenu de ce contexte géopolitique, et là ça reste hypothétique, je ne pense pas que la conférence ministérielle se rendra en Arabie Saoudite dans 2 ans. Je pense qu'on Parce peut dire que, historiquement, une conférence ministérielle ne s'est jamais tenue dans un pays impliqué, même contre, même de malgré façon lui, parce indirecte, qu'il, même de façon indirecte, dans un conflit armé. Jamais. non, c'est certain. Mais déjà qu'il y a des questions de sécurité quand on organise une conférence ministérielle. Il faut se rendre compte qu'on fait venir des ambassadeurs, on fait venir des ministres, on fait venir une centaine de ministres, une centaine d'ambassadeurs, leurs délégués, donc tous les diplomates en capitale et en délégation qui travaillent en permanence à Genève, qui font le déplacement. On reçoit aussi des ONG, on reçoit la presse. Bref, une conférence ministérielle, c'est toujours entre 4 et 7 000 personnes. Yaoundé était sans doute la plus petite avec 4 000 participants et Abu Dhabi était la plus grosse avec près de 7 000 participants. Donc on a cette fourchette-là. Quand on accueille 7 000 participants, ce ne sont pas des touristes, ce sont des ministres, des diplomates, des ambassadeurs. Il y a des enjeux de sécurité forcément qui sont importants et donc jamais les membres ne prendront la décision, en tout cas c'est aussi les Hmm. échos qu'on a pu avoir, hein, c'est que Oui, jamais les oui. membres ne prendront la décision de se rendre dans un pays en guerre, et ils ne prendront pas la décision maintenant sans savoir quelle sera la situation en Arabie Saoudite dans 2 ans. Peut-être que ce Voilà. sera réglé, peut-être que ce sera pire. Donc cette incertitude fait qu'on ne va pas s'engager pour accueillir une conférence ministérielle en Arabie Saoudite. Maintenant, Euh, pendant la conférence d'où tu reviens, tu as été dans les coulisses, tu as entendu beaucoup d'échos et cela t'a permis de te forger une opinion sur peut-être là où pourrait avoir lieu la prochaine conférence ministérielle. Donc, tu ne vas pas nous donner tes sources et c'est bien de ne pas les révéler, mais quelle est ton impression? Là, tu portes un peu plus un chapeau quasiment de journaliste que d'expert analyste juridique. Euh, Où est-ce que la prochaine conférence ministérielle risque de se tenir? Quels sont les pays qui sont dans la courte liste de ceux qui pourraient accueillir la prochaine? Alors, autre raison pour laquelle on ne va pas en Arabie Saoudite, c'est que, comme tu l'as dit tout à l'heure, le pays hôte a une influence sur l'ordre du jour. Et il y a 2 ans, la conférence ministérielle a eu lieu aux Émirats arabes unis, à Abu Dhabi. Nous y étions. Et donc, il y a peu de chances que, même s'il n'y avait pas de conflit militaire, la conférence ministérielle ne se rende pas à nouveau, en tout cas dans les 2 prochaines années, dans un pays du Golfe ou un pays du Moyen-Orient. Et donc, compte tenu de l'intérêt des membres pour assurer la représentativité géographique dans l'organisation des conférences ministérielles, il y a 2 régions du monde qui peuvent potentiellement prétendre à accueillir la prochaine conférence ministérielle. Première région, l'Amérique latine. Et d'ailleurs, je crois savoir que plusieurs pays étaient en discussion avec le secrétariat, notamment le Panama, qui a pu montrer un intérêt pour accueillir la conférence ministérielle. D'autres pays aussi peuvent prétendre à accueillir la conférence ministérielle, même si c'est plus compliqué, par exemple pour le Mexique, parce qu'il l'a déjà accueilli en 2003. Il y avait la conférence ministérielle de Cancun. Et la deuxième région du monde qui pourrait prétendre à accueillir la conférence ministérielle, ce serait sans doute l'Asie-Pacifique. Et donc là, il y a peut-être quelques pays qui peuvent, enfin, qui pourraient candidater. Je pense notamment au Vietnam. Et puis à la Corée, par exemple, Corée du Sud. Même si je vois plus difficilement la conférence ministérielle aller dans un pays développé comme la Corée du Sud, pour la simple et bonne raison que
depuis 2001, on est dans un cycle de Doha qui est axé sur le développement économique et que pour répondre aux questions de développement économique, il faut aller dans des pays en développement pour porter les priorités des pays en développement. En tout cas, c'est ce qui, d'un point de vue politique, ferait le plus de sens. Oui, oui. On va maintenant, si tu veux, Antoine, passer à la période des questions. Et je vais utiliser mon privilège d'animateur pour te poser la première question. La revue Intervention économique, qui est publiée sous la direction du professeur Christian Debloc, vient de publier un excellent numéro qui porte sur les nouveaux liens, les nouvelles trade links, comme on dit en anglais, les nouveaux liens qui s'établissent entre les États. Dans ce numéro se trouve une entrevue de Gabriel Marceau que votre humble serviteur a eu le plaisir et l'honneur de mener. Et le titre que Gabriel a voulu donner à cette entrevue, c'est l'OMC appartient au futur. Quelle position vois-tu, quelle position as-tu à l'égard de cette affirmation? Est-ce que tu estimes que l'Organisation mondiale du commerce appartient au futur? Et si oui, parce que j'imagine que oui, je te sais un amant de l'Organisation mondiale du commerce, quelle forme prendra le travail de l'Organisation mondiale du commerce dans le futur? Oups, l'écran vient de bloquer. Antoine, tu es toujours là? Petit pépin technique. Je, je suis Ah, désolé, ma connexion vient de couper. Je viens de passer en 5G sur mon téléphone. OK. On t'écoute. Est-ce que tu as entendu ma question? J'ai entendu le début. Donc, Alors, est-ce que l'OMC appartient au futur? est-ce que l'OMC appartient au futur? Donc, Gabrielle, que tu connais bien, c'est une amie de notre chaire de recherche. Gabrielle, donc, affirme que l'OMC appartient au futur. Ma question, c'est si oui, dans quelle forme, dans quelle mesure l'OMC appartient au futur? Alors, aujourd'hui, on dit que l'OMC est en crise. C'est vrai que deux de ses principales fonctions dysfonctionne. L'organe de règlement des différends n'est plus opérationnel, en tout cas l'organe d'appel n'est plus opérationnel, même si les groupes spéciaux peuvent encore siéger. Et de la même manière, la fonction de négociation de l'OMC est en crise. Il n'y a pas ou peu de résultats multilatéraux de produits depuis 2001. Oui, Cela dit, l'OMC a d'autres fonctions. L'OMC assure l'administration, la mise en œuvre et le suivi de la mise en œuvre des accords. Et ça, elle le fait bien. Et elle le fait même mieux maintenant que l'organe de règlement des différends est en crise. On voit que les discussions dans les comités sont beaucoup plus riches et soutenues qu'elles ne l'étaient auparavant parce qu'on sait qu'il y a moins la possibilité de recourir au règlement des différends. Donc on exploite davantage le travail des comités. De la même manière, l'OMC a pu se révéler pour mettre en œuvre des initiatives en temps de crise. On l'a vu pendant le Covid-19, pandémie, des difficultés d'approvisionnement pour les vaccins, des difficultés de circulation pour les infirmières. Eh bien, l'OMC a pu servir de cadre de discussion pour assurer la circulation des prestataires de services médicaux et puis aussi la circulation des marchandises, hein, du oui, matériel médical et des vaccins. Et donc l'OMC a pu mettre en place ce genre d'initiative. Et donc il y a fort à parier que si demain on a une autre crise systémique qui a un impact sur les échanges commerciaux internationaux, eh bien l'OMC sera présente pour apporter des réponses de façon spontanée et de sorte à faire évoluer son rôle et ses fonctions en fonction de la demande. Donc c'est peut-être pour ça hein, que l'OMC appartient au futur, et c'est d'ailleurs ce que disait Gabriel Marceau dans son article, hein, c'est que finalement l'OMC, elle appartient au futur puisqu'on lui donnera les fonctions qu'on lui donne. Elle répondra aux demandes des membres. Les membres ont des demandes, ont des besoins, l'OMC les fournira. Et donc on oui, verra tout à bien dans fait. le futur quels seront les besoins pour l'OMC. Alors, parmi les questions que nous avons reçues, et les gens qui nous écoutent auront compris, il faut faire des choix. Euh, je choisis comme première question celle de Louis-Philippe Coulombe, que tu connais, je crois, Antoine, qui est qui est aussi un partenaire de la chaire. Donc, Louis-Philippe demande si l'organe de règlement des différends de l'OMC est dans les faits bloqué.
sous réserve évidemment du mécanisme d'appel par arbitrage ad hoc, donc le fameux AMPA. Quel est l'intérêt pour les membres de l'OMC de faire en sorte que les accords plurilatéraux restent conclus à l'intérieur de l'OMC plutôt qu'en dehors de l'organisation? Y a-t-il encore un incitatif à garder ces accords à l'intérieur de l'OMC? Alors, c'est une très bonne question. Oui, moi aussi je trouve que c'est Je une très vois bonne quand même question, c'est pour ça plusieurs que je l'ai intérêts choisi. je vois quand même plusieurs intérêts à continuer à faire en sorte que les accords plurilatéraux soient intégrés à l'OMC. Bon, la première, c'est la question quand même de la cohérence juridique, de la cohérence systémique. Si les accords sont conclus à l'extérieur, il y a des risques d'incompatibilité entre les règles plurilatérales et les règles multilatérales. Et donc, il faut un mécanisme de règlement unifié pour pouvoir régler ces conflits de normes. Euh, et il est assez surprenant quand même de voir que, enfin, il n'est pas surprenant de voir que les membres qui poussent pour des accords bilatéraux sont aussi ceux qui participent aujourd'hui à la MPA. Et donc pour eux, l'organe de règlement des différends continue de fonctionner. Et donc c'est aussi pour ça qu'ils ont la volonté que les accords plurilatéraux restent intégrés à l'OMC parce que pour eux, l'organe de règlement des différends fonctionne. L'autre raison, elle est aussi par rapport au soutien institutionnel que peut apporter l'OMC. Pour mettre en œuvre les accords, vous avez besoin d'un soutien administratif, d'un soutien institutionnel. Vous avez besoin d'un secrétariat, euh, 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 un secrétariat exécutif et un secrétariat aussi plus politique qui doit pouvoir conduire des recherches, mener des enquêtes statistiques sur l'impact de l'accord, sur ses retombées économiques. Et rien de mieux que le secrétariat de l'OMC pour ça, qui a déjà les compétences et qui a déjà le personnel. Si vous allez en dehors de l'OMC, vous perdez cette possibilité d'avoir recours au soutien institutionnel, même si là encore, on voit qu'avec l'accord sur le commerce électronique, les membres cherchent quand même à continuer de bénéficier du soutien du secrétariat. Donc on verra bien hein, un peu, on verra bien la suite, mais en tout cas, ce sont les deux principales raisons que je vois pour Oui, justifier le fait de rester à l'OMC. de rester sous l'égide de l'OMC. Merci. Je choisis aussi une autre question de Monsieur Wendizo Frank Contitamde, qui te remercie pour la conférence. Il nous dit, l'une des manifestations de la crise au sein de l'OMC touche aussi l'invocation ces dernières années de l'exception de sécurité nationale par certains États pour justifier des mesures protectionnistes. Cette exception touche certainement aussi le domaine technologique. Est-ce que la suspension du moratoire sur le commerce électronique peut augmenter le risque d'une invocation abusive de l'exception de sécurité nationale dans les années à venir? Alors, il y a la question de la sécurité nationale qui est invoquée. Euh, il y a des propositions qui ont déjà été formulées par les États-Unis, hein, lorsque les États-Unis invoquent l'exception de sécurité nationale à tout bout de champ. On sait que l'organe de règlement des différends a été quand même plutôt critique à l'égard de l'invocation de l'article 21 pour restreindre le Oui, commerce de l'acier, notamment et de l'aluminium. En matière technologique, il n'y a pas ou peu de différends qui portent sur l'exception de sécurité nationale dans le domaine des technologies, à l'exception peut-être des composants qui rentrent dans la fabrication des équipements informatiques. Je pense notamment aux semi-conducteurs, aux chips, etc., et aux minéraux critiques qui sont nécessaires à leur fabrication. Euh, je ne vois pas en quoi est-ce que la fin du moratoire aurait une incidence sur un recours plus important ou pas à l'exception de sécurité nationale sur les composants qui entrent dans la fabrication des équipements informatiques. Je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait lié. En revanche, il y a une critique qu'on peut formuler. La critique qu'on peut formuler, elle est la suivante. J'ai le souvenir, enfin, c'est un souvenir de chercheur, parce qu'évidemment, j'étais pas né. Euh, il y a, il y a eu par le passé, au sein de l'Union européenne, un différend entre l'Irlande et le Royaume-Uni concernant une législation irlandaise qui prévoyait l'obligation pour les stations-service de s'approvisionner à un certain pourcentage auprès des oui. raffineries irlandaises. Et ça, c'est évidemment incompatible. C'est une restriction quantitative aux échanges. Si vous assurez des parts de marché à vos producteurs, vous restreignez par conséquence, enfin en conséquent, la capacité des exportateurs à vendre leurs produits chez vous. Et donc le Royaume-Uni n'était pas content enfin, était pas content de cette législation, a poursuivi l'Irlande devant la justice des communautés européennes, et l'Irlande a gagné.
parce que l'Irlande a dit que si demain il y avait une guerre, et il fallait qu'elle puisse être toujours en mesure de produire, enfin de raffiner du pétrole. Hmm. La Cour de justice a fait droit à l'argument de l'Irlande en considérant que exiger un certain pourcentage, ça permettait de maintenir une production minimale, un niveau de raffinage minimal, afin de maintenir une industrie qui serait précieuse en temps de guerre. Et la critique qu'on peut formuler, elle est la suivante. Si l'Union européenne, avec son modèle d'intégration économique et politique beaucoup plus poussé que le simple modèle de libre-échange qui est promu par l'Organisation mondiale du commerce, comment peut-on expliquer que l'Union européenne accepte ces législations qui portent sur l'achat local et l'OMC ne le fasse pas? Parce que les États-Unis, leur argument sur l'acier et l'aluminium, il est de dire qu'en temps de guerre, ils ont besoin de maintenir une production d'acier et d'aluminium. Et que s'ils ne protègent pas suffisamment leur production d'acier et d'aluminium, ils auront un risque si demain ils doivent entrer en économie de guerre, et on le voit bien avec l'activité militaire de plus en plus importante des États-Unis, que Ben oui. finalement leur approvisionnement en acier et en aluminium est effectivement critique. Alors après, on peut s'interroger sur la mesure qui est prise par les États-Unis. Est-ce que des droits de douane, c'est une mesure qui permet de servir la sécurité nationale? Peut-être pas. Peut-être qu'effectivement les États-Unis pourraient mettre en place une mesure d'achat local, comme a fait l'Irlande par le passé. Donc on peut Ouais. s'interroger là-dessus, mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que même les mesures d'achat local, l'OMC a rarement accepté ce genre de mesures et on peut quand même critiquer l'organe de règlement des différends de rejeter systématiquement l'invocation de la sécurité nationale pour justifier ce genre de mesures. Ah oui, 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 tout à fait. On a peut-être le temps de finir par une dernière question que je trouve aussi très bonne et qui permet une certaine synthèse. Mais tu aurais 1 minute 20 ou 1 minute 30 pour y répondre. La question nous est posée par le professeur Charles Moumouni, qui aimerait que tu nous expliques aussi quels sont les autres points de réforme qui sont discutés pour l'OMC. Alors, au-delà du mode d'adoption par consensus, des enjeux autour du règlement des différends, quelles sont les autres questions dont on discute quand on parle de la réforme de l'OMC? Peut-être en faisant une petite capsule rapide. Oui. Alors tu l'as dit, il y a le consensus, la possibilité de recourir ou pas aux procédures de vote qui existent déjà dans l'accord de Marrakech, mais on refuse d'y recourir. Il y a des discussions, même si les membres sont fermés à cette idée-là, de manière pour le coup consensuelle. Après, sur la réforme de l'OMC en tant que telle, il y a d'autres éléments de discussion. Le premier, c'est le développement économique. Et je le rappelais, depuis Doha, depuis 2001, les membres sont engagés dans un cycle de négociations sur le développement économique. Et le cycle n'a pas produit de résultats. Et on est face à une situation où On t'a perdu, les Antoine, pays en pendant développement le cycle n'a pas produit quoi? n'ont pas produit de résultats. Ah oui, OK. Le cycle de Doha n'a pas produit de résultats sur la question du développement économique, alors Oui. même qu'il est censé être axé sur le développement économique. Et on est dans un contexte où il y a deux oppositions. Les pays en développement qui demandent à renforcer le traitement spécial et différencié. Le traitement spécial et différencié, c'est la discrimination positive en faveur des pays en développement. Beaucoup des dispositions sont inefficaces ou inopérantes. Et, deuxième argument, les pays développés qui disent que certains pays en développement doivent avoir perdu leur statut de pays en développement parce qu'ils sont développés et donc ils Hmm. doivent renoncer à ces privilèges. Donc ça, c'est la tension pays en développement, pays développés sur la question du développement économique. Trouver un compromis sur ces deux enjeux. Et enfin, les conditions de concurrence, euh, on le sait quand même, avec l'arrivée de la Chine à l'OMC, le capitalisme d'État, les programmes de subventionnement massifs, le dumping massif de certaines économies non marchandes, créent des tensions dans les échanges commerciaux internationaux, ce qui soulève des relents protectionnistes dans les économies développées comme les nôtres. Et donc forcément, il y a la volonté d'assainir les règles en matière de subventionnement, en matière de dumping, pour mieux répondre aux défis qui sont posés par les économies non marchandes qui ont Ouais, tiré un profit disproportionné de la mondialisation. tout à fait. On Donc va voilà devoir clore là-dessus, les Antoine, trois surtout que enjeux majeurs. on commence à avoir une connexion moins fiable et puis l'heure est écoulée. Merci beaucoup, cher Antoine, pour cette présentation très riche, très bien expliquée.
collé à l'actualité d'une très, très grande pertinence. Les gens sont restés avec nous jusqu'à la fin. Euh, un immense merci au nom de la Chernem. Bravo. Merci à tous d'avoir été présents. Merci à nouveau à nos partenaires, le MRIF, le MEIE. Cette conférence a été enregistrée. Nous allons pouvoir la diffuser. Nous sommes encore un peu en discussion. Les chansons que nous la mettrons sur le site web de la Chernem, que vous trouverez facilement. En tapant Chernem, Université Laval, vous trouvez facilement notre site web. Et si ce n'est pas là que nous mettons la vidéo, sur le site web, on vous dira où la trouver. Donc, merci encore. Merci Antoine, merci à nos participants et à bientôt. Merci à toi pour cette organisation, merci à Vanan et merci à l'équipe de la faculté de droit. Bravo à tous, merci.